avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h-19h sur Logos FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Vous allez retrouver pendant cette heure de sport toutes vos chroniques habituelles, le portrait de sportif, le coup de cœur, coup de gueule et nos deux invités au téléphone. Ce soir, nous recevrons Renaud Fabre, le directeur général du football féminin Yzeure Allier Auvergne, et Simon Cosse, troisième ligne de l'USI Soir. Pour m'accompagner, elle est de retour, notre Vivi à nous, Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Et bonsoir à tous. Lui, il n'a pas quitté son poste, je crois qu'il est collé à son siège d'ailleurs parce qu'il est indécrottable. C'est le directeur commercial de Clermont Sport, Fabrice Connor. Salut Fabrice. Ça dépend ce qu'on entend comme indécrottable. Salut Olivier, bonsoir à tous. Et nous recevons tout de suite notre premier invité pour ce soir. C'est le nouveau directeur général du football féminin Yzeure Allier Auvergne. Je n'ai rien oublié, c'est Renaud Fabre. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Alors Renaud, explique-nous un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est ce club, un club de foot spécifiquement féminin, c'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est un club qui est 100% féminin. On est un des rares clubs dans l'élite du football français à être 100% féminin. Je crois on doit être 2 ou 3 dans ce cas sur les 40 clubs qui jouent en D1 et D2. Donc c'est vraiment un exploit d'être dans ce petit nombre de clubs 100% féminins. Un club jeune en plus, créé en 99? Voilà, c'est un club qui est très jeune, mais le football féminin, de manière générale, est assez jeune. Donc c'est un club qui a évolué assez longtemps en première division, qui est redescendu, et depuis plusieurs saisons, on est toujours dans les 3, 4, 5 premiers, donc prêt à monter, mais pas tout à fait, pas suffisamment. On n'est pas très loin, mais pas suffisamment. Et alors pour finir sur le palmarès, l'heure de gloire en 2008, si je ne dis pas de bêtises, avec un titre de champion de France de D2. Voilà, exactement. Alors ça remonte, ça fait déjà 12 ans, et on est plus focalisé sur le présent et l'avenir plutôt que sur le passé. On est un club qui a évolué dans l'élite assez longtemps, et on veut maintenant retrouver cette élite. Alors justement, avant de parler de l'avenir de ce poste de directeur général et des futurs projets, on en était où en mars lorsque le championnat a été arrêté? On était à la 4e place, donc la fédération a décidé de prendre le classement lors de la dernière journée, juste avant l'arrêt des championnats. Donc on est 4e. La saison 2019-2020 se termine à cette place-là. C'est un peu frustrant parce qu'on pense qu'on aurait pu finir un petit peu plus haut, mais bon, on est globalement à peu près à notre place. Et donc il était décidé une saison blanche comme chez les garçons. Il y a eu un titre, il y a des montées, des descentes. Non, il n'y a pas du tout de saison blanche dans le football. Il y a eu un titre, donc c'est Le Havre qui dans notre poule monte en D1. Il y aura des descentes, et puis donc le classement qui était à l'issue de la dernière journée. Très bien, alors maintenant on va se tourner vers l'avenir parce que c'est ça qui compte. Parle-nous déjà de ce poste de directeur général que tu occupes depuis 15 jours seulement, donc un tout jeune directeur général. Voilà, exactement. Je suis un tout jeune directeur général. En fait, le club se rend compte qu'il échoue chaque fois très très près du but. Monter en D1, on n'y arrive pas. Et ça fait 4-5 ans qu'on tape à la porte. On est très près, mais à la fois très loin. Et donc les dirigeants ont décidé qu'il fallait restructurer le club, se professionnaliser à tous les étages. Et ça passait par la création d'un poste de directeur général qui est en charge la supervision de l'aspect sportif, mais surtout tous les aspects administratifs, relations avec la fédération, avec les collectivités territoriales, avec les partenaires, et la recherche de partenaires parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et on a besoin de vraiment se professionnaliser à tous les étages. Alors quel était ton cursus pour arriver jusqu'à ce poste? Alors j'ai un cursus très particulier dans le foot, puisque j'ai été pendant très longtemps entraîneur professionnel de handball. Donc j'ai entraîné des garçons et des filles en 2e division, j'ai été directeur technique de pas mal de clubs, j'ai entraîné à l'étranger, au Japon, en Iran, et puis j'ai terminé ma carrière d'entraîneur de handball en tant que directeur technique national de l'île Maurice. Donc voilà encore une destination à l'étranger. Il y a des endroits plus désagréables?
Exactement, c'était plutôt pas mal. Je confirme. Et puis donc, à la suite de quoi, donc j'ai travaillé dans le privé, j'étais cadre supérieur dans des grosses boîtes en France et à l'étranger, mais le monde du sport me manquait et j'ai passé ma licence d'agent de joueur. Donc j'ai été pendant 5 ans agent de joueur de football. Et puis on est venu me proposer de ce poste de directeur général et qui me convient tout à fait et pour que j'apporte mon expérience et mes compétences en matière à la fois de sport féminin, puisque je connais bien le sport féminin, et à la fois les relations que j'ai avec les clubs. Voilà. Donc j'ai une grosse expérience à ce niveau-là et j'espère que le football féminin 10 heures va pouvoir en profiter pleinement. Très bien, ça on va suivre ça de très près. Alors tu nous parlais tout à l'heure de professionnalisation du club. Justement, est-ce que les joueuses sont professionnelles à ce niveau-là ? Pas du tout. C'est une des spécificités de notre club. Nous n'aurons aucune joueuse professionnelle dans l'effectif à la rentrée. Il y en avait une et demie la saison dernière, mais on a fait le choix de structurer le club et de partir sur des bases saines. Il faut qu'on assainisse les finances. On a des finances qui sont tout à fait équilibrées, mais on ne veut pas prendre de risques pour le futur. Donc on partira qu'avec des joueuses qui toutes travaillent et en plus jouent au football. Plusieurs clubs sont dans le même cas que nous en deuxième division. Il y a certains clubs où la plupart de l'effectif est professionnel, mais c'est pas le choix qu'ont fait les dirigeants. Donc j'imagine que même si elles n'ont pas le statut de professionnel, il y a quand même un entraînement qui est le même, autant d'intensité, autant de rythme, des entraînements quotidiens, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le statut professionnel, mais elles vont fonctionner exactement comme des professionnels. Elles vont s'entraîner 5 fois par semaine avec de la musculation, de l'athlétisation, vraiment beaucoup d'entraînements. On a un nouvel entraîneur qui s'appelle Théodore Genoux, qui est un jeune entraîneur, à la fois jeune parce qu'il a 28 ans, mais très expérimenté. Il a entraîné Bordeaux, qu'il a fait monter de D2 en D1. Il a entraîné Albi en D1. Il a entraîné également des jeunes joueuses quand il était en région parisienne à Juvisy. Actuellement, il est en Espagne. Donc c'est vraiment un garçon très jeune, mais très expérimenté, qui a beaucoup d'ambition pour le club et qui est un gros travailleur. Donc il faut s'attendre à ce qu'on travaille énormément. Très bien. Fabrice, tu avais une question ? Oui, Renaud, j'ai une question là qui me taraude, comme on dit. Donc, tu viens de dire que les joueuses sont pas pros, et c'est vrai que l'ambition du club, c'est de revenir en D1. Donc, la marche va être assez haute. Est-ce que tu penses que l'agglomération de Moulins-Isère peut supporter un club féminin à un tel niveau ? Moi, je pense que oui, sinon je ne serais pas venu. Je pense qu'en fait... Partenariat privé, je parle. Hein. Oui, non, mais moi je pense en fait que le foot féminin, on est en train de se professionnaliser, mais n'est pas complètement professionnel. On est dans une période, je dirais, entre deux. Voilà. Ce qui est important, c'est de prendre le bon wagon et de monter en D1. À partir du moment où on est en D1, les droits télé, même pour les filles, sont très importants, et donc ça nous permettra de passer ce cap de l'amateurisme, on va dire, au professionnalisme. D'accord. Sachant que le ticket d'entrée, pour finir, le ticket d'entrée est beaucoup, pour jouer en D1 féminine, n'a aucune comparaison possible avec ne serait-ce que la Nationale 1 masculine. Okay. J'imagine que quand on est comme ça sur un club où les joueuses de l'équipe 1 ne sont pas professionnelles, la formation doit prendre une part importante dans le projet global du club ? C'est exactement ça, c'est qu'on sait très bien que quoi qu'il se passe, nous n'aurons jamais les moyens des grosses écuries de D1 que sont Lyon, le PSG, Montpellier, les Girondins de Bordeaux, et que donc vraisemblablement notre meilleure ou nos meilleures joueuses vont quitter le club pour aller jouer dans des clubs plus prestigieux. Donc ça passe, pour nous, la réussite passe obligatoirement par la formation des jeunes. Et on va vraiment mettre l'accent un accent très appuyé sur cette formation des jeunes. On veut à tout prix, tous les ans, que 3, 4, 5 joueuses qu'on a formées localement puissent évoluer dans notre équipe première. Ça sera déjà le cas cette année, puisque 4 jeunes vont intégrer le groupe de D2, et c'est quelque chose qu'on va vraiment accentuer au fil des mois et au fil des ans.
Et je dois d'ailleurs féliciter les deux classes sportives, que ce soit celle du collège Anne de Beaujeu et du lycée Jean Monnet, puisque ce sont des deux classes sportives qui existent depuis de très nombreuses années, qui font un travail remarquable. Et là, on a décidé vraiment de s'appuyer encore plus que par le passé sur ces deux classes sportives. Est-ce que chez les filles, on retrouve aussi des systèmes de transfert comme chez les garçons, ou est-ce que ça reste encore un peu plus amateur sans que le terme soit péjoratif? Alors, il y a effectivement des transferts au sens où les joueuses changent de club en fonction de leurs envies, de leurs besoins, des offres que peuvent formuler tel ou tel club. Oui, ça existe. Il n'y a pas le système de transfert payant comme ça existe, ou en tout cas très peu comme ça existe chez les garçons, hein. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une joueuse à prix d'or, à part, on va dire peut-être le PSG et puis l'OL, mais sinon les autres clubs ne font pas ça, en tout cas pas en D2. Et donc, mais par contre, oui, il y a des nouvelles joueuses. Vous allez voir très bientôt les nouvelles joueuses qui nous ont rejoints, certaines qui nous ont quittés et qui sont allées jouer dans notre club. Sachant que nous, on n'attire pas les joueuses avec de l'argent, hein, puisqu'elles ne sont pas professionnelles. On les attire plus par le projet sportif, l'encadrement qu'on leur assure. Enfin voilà, des choses beaucoup plus terre à terre. Très bien, notre invité c'est Renaud Fabre, le nouveau directeur général du football féminin Yzeure Allier Auvergne. C'est la fin du premier quart-temps avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Deuxième quart-temps d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Notre invité ce soir, c'est le directeur général du football féminin Yzeure Allier Auvergne, Renaud Fabre. Rebonsoir Renaud. Bonsoir. Donc tu nous parlais tout à l'heure de l'évolution des projets du club, de la formation. L'an dernier, il y a eu un gros événement international en France qui concernait le foot féminin. Est-ce que cette Coupe du Monde a eu un gros impact sur le recrutement du club ? Oui, elle a eu évidemment un impact incroyable sur le recrutement, et on va s'appuyer encore dessus parce qu'il y a des souvenirs dans les mémoires des jeunes filles, quel que soit l'âge, et donc pour sensibiliser encore les filles à la pratique du football. Concrètement, c'est combien de licenciés supplémentaires ? C'est difficile à chiffrer parce qu'on ne sait pas si les filles seraient-elles venues avec ou sans la Coupe du Monde, mais on peut dire qu'on a 10% de plus, 10-15% de plus. Oui, donc c'est pas négligeable. Parmi les différents projets, donc on a parlé beaucoup de la formation, parmi les autres projets que tu envisages de mettre en place, tu peux nous en dire quelques mots ? Le projet vraiment numéro 1 pour nous, c'est la formation, et c'est là-dessus qu'on va porter tous nos efforts. On veut augmenter notre nombre de licenciés, puisqu'on est actuellement 170 licenciés. On veut augmenter de façon considérable notre nombre de licenciés. On veut surtout que toutes les équipes soient encadrées par des éducateurs et des éducatrices qui soient diplômés. C'est le cas, mais on va encore améliorer ça avec des passerelles d'une équipe à l'autre, pour que les meilleurs puissent jouer tout de suite dans l'équipe qui leur correspond et pas rester forcément dans une catégorie d'âge. Il y aura également une passerelle entre nos U18 qui vont s'entraîner, enfin les meilleurs d'entre elles en tout cas vont s'entraîner avec le groupe de D2 parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une osmose complète. Il y a un projet de jeu qui va être défini par l'entraîneur de l'équipe de D2 qui est également le responsable technique du club. Donc vraiment on va beaucoup travailler là-dessus. C'est le projet phare, hein, je dirais, du club, avec la montée en point de mire. On espère monter en D1 dans les années qui viennent. On n'a pas fixé d'objectif très précis. Voilà, l'objectif c'est de monter le plus vite possible dans les 2, 3 ans, 4 ans qui viennent. Mais c'est surtout s'appuyer sur la formation des jeunes, recruter et faire du travail de très qualitatif. On a de bons éducateurs, mais on veut vraiment maintenant que tous les ans, il y ait de très très bonnes jeunes joueuses qui sortent de notre club, et puis qu'on ait enfin des internationales dans toutes les catégories de jeunes. Fabrice, une dernière question. Oui Renaud, qu'est-ce que tu penses de la non-montée de la S Saint-Étienne pour 0,04 points alors qu'elles avaient un match en retard ? Alors je sais qu'il y a les calculs de ratio, tout ça, enfin ça on sait tout ça, mais bon, je pense que il aurait pu y avoir peut-être une D1 avec un club supplémentaire, non ? Parce que c'est quand même frustrant pour les Stéphanoises. Qu'est-ce que tu en penses ?
c'est frustrant, c'est forcément frustrant pour les Stéphanois, c'est frustrant pour tous ceux ou toutes celles qui auraient pu monter ou qui auraient pu ne pas descendre. C'est de toute façon un système, quel que soit le système qui soit choisi, c'est un système qui fera des mécontents et qui sera injuste pour certains. C'est sûr que quand on monte pas pour un cheveu, finalement, c'est extrêmement frustrant. Ça, je peux comprendre la colère des Stéphanoises, mais comme on voit chez les garçons ou chez les filles, des tas de clubs qui font appel parce qu'ils sont pas satisfaits de la situation. Il y a des clubs qui ont été en position de descente une seule fois dans la saison et qui sont descendus. La journée d'avant, ils se maintenaient, la journée d'après, ils se seraient maintenus aussi. C'est juste pas le bon moment pour eux. Voilà, c'est de toute façon injuste, mais on a vécu une situation avec le Covid qui est complètement surnaturelle et exceptionnelle. Et honnêtement, j'aurais pas aimé être à la place de la fédération pour fixer des règles, parce que ces règles, de toute façon, elles mécontentent toujours quelqu'un. Très bien, merci beaucoup Renaud pour ta disponibilité. Je vous rappelle notre invité Renaud Fabre, le directeur général, le tout nouveau directeur général du football féminin Yser Allier Auvergne. On te souhaite le meilleur dans tes nouvelles fonctions, pour les projets, et puis on va suivre tous les résultats des filles de très très près la saison prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup Renaud. Le rendez-vous de ce deuxième quart-temps, vous en avez pris l'habitude, c'est notre portrait de sportif. Et ce soir, Fabrice, tu as choisi de nous parler de quelqu'un qu'on connaît un tout petit peu à Clermont. Je ne sais pas si ça vers 3-4, si ça va évoquer quelque chose aux gens. Pas de commentaires s'il vous plaît sur mes bafouilles. Aurélien Rougerie. Ah, mais tu vois, Olivier, tu as fait une transition sans le savoir, parce que 3-4, ça fait 3 quarts, et je vais parler d'un des 3 quarts les plus célèbres du rugby mondial. Mais ça s'appelle le talent, ça, monsieur. Mais je suis complètement... Pourtant, j'ai l'habitude de bosser avec toi, mais là, franchement... Le talent et la modestie, c'est tout ce qui me caractérise. Tu me surprends à chaque fois. Oui, donc c'est quelqu'un qui n'est pas très connu sur Clermont-Ferrand et son agglomération, donc sérieusement, comme on reçoit Simon Coste tout à l'heure. Je veux parler d'Aurélien Rougerie, bien évidemment, alias Roro, tout le monde l'appelle Roro. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu des qualités exceptionnelles. C'est la première fois qu'on voyait un ailier physiquement comme lui, 1m93 pour 104 kg, des fois 103, des fois 105. Enfin, s'il écoute, ça va le faire rire. Mais en tout cas, ouais, des qualités exceptionnelles, très rapides. Un peu comme toi, quoi. Très costaud, ouais, c'est ça. Pareil. Exactement pareil. Sauf que moi, je fais 1m78, mais enfin, c'est pas très grave. Des qualités énormes. Voilà, donc Aurélien Rougerie, c'est quelqu'un qui, surtout, a été fidèle à son club, parce que je sais que il a eu des propositions. Hein. C'est quelqu'un qui est très pote avec Yachvili, avec Harry Norduki, l'époque du Grand Biarritz, et puis Poitrenau, Claire, Aimance, au Stade Toulousain. Donc c'est quelqu'un qui a eu à mon avis, des belles propositions. Il est resté fidèle à l'ASM Clermont-Auvergne à une époque où ça fonctionnait pas trop. Donc voilà, mais Aurélien Rougerie, c'est vrai que c'est quelqu'un c'est une figure. D'ailleurs, son papa, qu'on appelait le Cube, qui était très très fort. Autre point commun avec Fabrice Connor. Exactement, voilà, c'est ça, complètement. Tu vois, le physique, ça, quand on parle de physique, voilà. Le vrai cube, c'est lui, et puis bien sûr Christine Dulac, sa maman, qui a joué au CUC, qui a fait les beaux jours du CUC. Donc il avait des gènes déjà qui étaient. C'est sûr qu'il part pas de rien, il part pas les mains vides là. Ça c'est clair. Donc il est devenu très indispensable, tout de suite indispensable, à l'équipe de France, parce qu'il avait des qualités encore une fois énormes. Donc c'est quelqu'un qui a été champion de France en 2010. C'est quelqu'un qui a été champion de France en 2017. Il aurait mérité d'être champion d'Europe, notamment cette finale de 2013 à Dublin. Moi, j'étais dans les tribunes. On y croyait dur comme fer, mais bon, bref. Donc voilà, Aurélien Rougerie, c'est quelqu'un qui a marqué le sport en général. Pas que le sport auvergnat, mais le sport en général, franchement. Et il a été invité sur tous les plateaux de télévision, donc ça trompe pas. Canal+, beIN, enfin voilà, donc ça trompe pas. C'est vraiment. Alors on peut aimer. Bon, il y en a qui aiment pas. On peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, voilà, Aurélien Rougerie, c'était le porte-drapeau du rugby clermontois ces dernières années. Virginie. Voilà. Moi, j'ai bien connu Aurélien, parce qu'en fait, en effet, il a été à l'ASM depuis qu'il est tout petit. Et donc, moi, je l'ai connu petit, je l'ai connu évoluant après, en effet, dans la professionnalisation du rugby. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été critiqué par moment, qui peut avoir une grande gueule, qui des fois envoyait bouler les médias. Moi, j'ai toujours trouvé que, en tout cas, en effet, il avait des valeurs qui restaient sur les valeurs de l'ASM.
et notamment cette fidélité. Et en effet, il aurait pu partir à plein de moments différents quand c'était difficile. Ouais. Et il est toujours resté là, et ça, franchement, moi, chapeau à lui. Et puis, il y a eu quand même aussi une grosse blessure sur laquelle il est revenu quand même à un moment, et où c'était difficile, il fallait qu'il revienne. Il a hyper persévéré, donc c'est quelqu'un aussi de persévérant et qui a, à mon sens, des vraies valeurs au niveau de tout ce qui se passe en fait en termes de valeurs, je trouve, à l'ASM. Dans cette excellence, cette persévérance, et en même temps de rester attaché à ce club. Il l'a toujours été et il l'est encore, puisque en fait il fait plein de choses encore pour l'ASM. C'est un vrai symbole. Il n'y a pas, des tonnes de sportifs qui ont leur statut devant le stade où ils ont pratiqué. Déjà sa statue, et puis donc pour en revenir à l'accident, Greening a été donc le talonneur qui lui a mis le coup de coude a été condamné. Donc la statue, effectivement, Olivier, tu as bien fait d'en parler. Moi, je l'ai vu marquer un essai en 2007. J'étais derrière les poteaux du Stade Toulousain, au Stade Vélodrome à Marseille. Et il prend le ballon, il a 52-53 mètres de l'embut toulousain. Il passe ses manches, il grille Poitrenaud. Il lui met un raffut. Vincent Clerc vient pour le couper. Rien à faire. Donc c'est ça, Roro. Puis après, il est passé au centre. Et au centre, il a été un des meilleurs centres du monde. Marc-Èvre Remond l'a dit. Aurélien Rougerie, c'est l'assurance touriste qui est derrière, parce que c'est un gros défenseur. Bon, il est resté dans le club qui a deux Brennus en 109 ans quand même, c'est bien. Oui, mais il a les deux. Il en a eu deux, et lui il a eu les deux. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu, Aurélien Rougerie, c'est vrai, aurait pu avoir un énorme palmarès. Il aurait pu avoir un énorme palmarès, c'est dommage, toutes ces finales perdues. On ne va pas revenir dessus, mais il aurait mérité d'être champion d'Europe, et pourquoi pas d'être champion du monde. Ils ne sont pas très loin, quand ils perdent en 2011 8-7, là, ils ne sont pas très très loin. Il y a l'arbitre Sudaf, la Joubert, qui ne prend pas ses responsabilités, on voit Kaino, troisième ligne, qui est à genoux, il gratte un ballon dans un règle, donc normalement c'est pénalité, bon peut-être pas pour M. Joubert, mais voilà, c'est dommage. Roro, il aurait mérité d'être champion d'Europe et d'être champion du monde, ça c'est sûr. Des titres aussi avec l'équipe de France, Grand Chelem 2010, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est toi la Bible. Ouais, c'est ça, il a remporté le Grand Chelem, ouais, bien sûr, en 2010, Morgane Parent faisait partie aussi. Donc c'est clair que c'est quelqu'un qui a vraiment porté le rugby, non seulement clermontois, mais il a aussi porté le rugby français sur toute la planète, quoi. Il y a des joueurs, ses adversaires. Alors Aurélien Rougerie, on aurait presque pu l'appeler le loup mou blanc, parce que c'est vrai qu'il était très costaud. Donc voilà, après, comme tu disais, et c'est vrai que en plus il est né le 26 septembre 80. Il n'est pas né à Clermont-Ferrand, il est né à Beaumont, important. Pas que pour Clermont-Ferrand, il y en a un peu marre des fois. Mais c'est quelqu'un, sa première licence, il l'a pris à 6 ans, je crois, il me semble bien. Donc sacrée fidélité, quoi. Ouais. Et sa statue, finalement, même si moi je trouve que c'est un peu trop, même lui il l'a dit, Lui il l'a dit, moi je l'ai lu, il a dit, moi j'ai sauvé la vie de personne, on met une statue devant, mais bon, il dit, moi j'ai pas fait 14-18, j'ai sauvé personne, c'est comme ça. Donc ça prouve quand même qu'il a un côté ça prouve que c'est quelqu'un humble, qui compte, qui a compté, mais qui continue à compter. Qui continuera à compter, mon sens, et qui peut vivre aussi des belles victoires, mais voilà, sous un autre rôle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a l'amour de son sport et l'amour de son club, ça clairement. Exactement. Très bien, merci beaucoup Fabrice pour ce portrait d'Aurélien Rougerie. C'est la fin de ce deuxième quart-temps, on se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième quart-temps d'Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi à 18h sur Logos FM. Pour cette troisième partie, notre deuxième invité au téléphone. Ce soir, nous allons parler rugby avec le troisième ligne de l'USI Soir, Simon Cos. Salut Simon. Bonjour. Alors Simon, entraînement repris, pas repris, comment ça se passe à l'USI Soir ? Entraînement repris, après l'annonce du déconfinement, on a repris début juin. Alors bien structuré, par groupe de 9, pas plus, que de la course, pas de ballon, enfin voilà, que des choses qu'on apprécie au rugby, quoi, le physique. Oui, il faut passer par là en début de saison. Exactement. Est-ce qu'il y a des perspectives pour l'instant pour une reprise des entraînements plus traditionnels ou pas encore ? Alors oui, là on va finir déjà, on finit demain et jeudi.
on finit par entraînement physique. Et après, on va couper jusqu'au 20 juillet. Et à partir du 20 juillet, on devrait reprendre les entraînements normaux. Donc après, on va forcément attendre, savoir ce qui se dit par rapport au contact au niveau du rugby. Mais pour nous, ça serait acté au 20 juillet à la reprise de l'entraînement. Bon, ça serait une... Adapté, pas adapté, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, on sera sur les terrains au 20 juillet. Bon, ça serait une bonne nouvelle. Tu nous fais un petit point sur où en était le club au moment de l'arrêt du confinement, la mi-mars. Vous en étiez où dans votre championnat? On en était qu'on n'était pas très très bien placé, en difficulté. Voilà, il nous restait, je crois, 6 matchs à jouer, 3 déplacements, 3 réceptions. Bon, rien n'était joué mathématiquement, mais voilà, on n'était pas en très très bonne posture. Voilà. On aura la chance l'année prochaine de réévoluer en Fédéral 1. Voilà, à nous de la saisir. Alors, je crois que tu me dis, si tu me corriges si je me trompe, que c'est la fédération a proposé au club le maintien et le club a accepté de repartir en Fédéral 1. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé? Alors, oui et non. Il me semble qu'il n'y a eu aucune descente de programmée par rapport au Covid. Au niveau des montées, à la base, le national n'était pas créé. Ils ont fait monter, je crois, les 2 ou 3 meilleurs de Fédéral 2. On devait se retrouver avec des poules de 14, un truc comme ça, avec 3 ou 4 descentes par poule. Finalement, ils ont créé le national, ils ont fait une poule nationale, 4 poules de 12 en Fédéral 1, classique. Mais voilà, si on avait voulu descendre, on serait descendu. Je crois que Villefranche a demandé à descendre. Parce que je ne sais pas si financièrement ou sportivement, ils ne se sentaient pas de rester en Fédéral 1. Voilà, nous, je sais qu'il n'a jamais été question de descendre en Fédéral 2. Et tant mieux. Oui, tant mieux, ça c'est sûr. Alors justement, pour rebondir sur cette nationale, et après je passerai la parole à Fabrice, est-ce que ça va changer beaucoup de choses, là, cette création de 3e division professionnelle? Alors ça va changer, oui, je pense, pour les clubs comme nous, tout simplement parce qu'il me semble que l'année prochaine, il y avait 4 équipes qui étaient dans notre pool qui seront en national. Donc comment dire, c'est un peu, c'est pas péjoratif de dire ça, mais on s'évite 4 défaites déjà à l'extérieur. Après à domicile, tout est possible. Mais voilà, ça sera beaucoup plus homogène au niveau des poules en Fédéral 1 et que les gros clubs se disputent la montée. Voilà, ça va faire du bien, je pense, aux clubs un peu plus petits sur ce niveau-là. Fabrice, une question. Ouais, Simon, on se connaît bien, mais c'est vrai que là, tu fais pas de langue de bois. Hein. Je crois que tu as complètement raison parce que c'est 4 clubs. Hein. Il va y avoir Massy, Chambéry, Dijon, et puis après l'autre, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas le même championnat en fait, parce que bon, comme tu le dis, on s'évite 4 défaites. Mais tu as complètement raison. Et est-ce que tu penses que l'US Issoire, si vous faites une belle saison cette année, est-ce que vous pourrez un jour aller voir dans cette division nationale? Alors je sais pas, on va déjà se laisser le temps de se stabiliser à ce niveau. Je pense qu'on va y aller étape par étape. Commençons déjà par se maintenir à ce niveau Fédéral 1. C'était vraiment dur cette année? C'était dur, oui, ça a été compliqué parce que on a vécu une saison extraordinaire l'année d'avant avec un titre de champion de France. On s'est reposé 4 semaines. Alors je sais pas si tu imagines, mais ça fait quasiment 1 an qu'on n'avait pas coupé le rugby. Donc on était fatigué, découverte d'un nouveau niveau pour la moitié de l'équipe. Et en plus de ça, je crois qu'on est attaqué par les 4 plus gros clubs de la poule. Donc Ouais. c'est au niveau du mental, il y avait mieux pour attaquer, je pense, à ce niveau. J'imagine. Voilà, après, on n'est pas loin, on perd de 10 points contre Massy, on perd de 7 points contre Dijon. Mais voilà, c'était 4 défaites d'un coup, forcément ça nous a mis dans le trou, alors qu'on gagnait tout l'année d'avant. C'était un peu compliqué à gérer. Virginie. À ce propos, Simon, moi j'ai une question. En effet,
on sait que c'est souvent difficile quand on a vécu une année vraiment d'euphorie où la victoire est là, vraiment. Enfin, on a parlé d'histoire comme jamais en rugby. Voilà, l'année dernière. Comment vous vous y êtes pris en fait en début d'année pour essayer d'arriver à maintenir un peu ce niveau, on va dire, d'adrénaline, d'euphorie? Est-ce que tu as senti que c'était redescendu? Est-ce que tout ça, comment vous avez géré? Non, c'est pas vraiment redescendu, même sur l'année où on perdait nos matchs, faut être clair, voilà, on a toujours essayé de garder la tête haute, de faire du mieux qu'on pouvait. Alors après, c'est comme tout sportif, hein. Il y a une année où j'ai l'image de Clermont, ils sont champions de France. L'année d'après, ils sont au bord du gouffre. On peut pas spécialement l'expliquer. Nous, c'était comme ça, mentalement, on n'y était pas. On aura attaqué par Drancy, peut-être à la maison, avec une victoire. Un déplacement un peu plus facile, peut-être qu'on aurait pris plus de confiance et la saison aurait été différente, hein. Je vois la saison de Rumilly. Voilà, Rumilly, ils ont fait une belle saison Fédéral 1. Pourtant, c'est pas eux qui ont soulevé le bout de bois, à la fin de l'année dernière, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de confiance. Après, non, l'euphorie était pas spécialement redescendue. On était tous excités de jouer à ce niveau. Voilà, après, je reste persuadé que le calendrier nous a pas aidés. Oui, c'est sûr que commencer par des gros matchs, c'est pas forcément toujours un avantage. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement dans l'effectif, des départs, des arrivées? Alors oui, on a quelques départs. On a Pierre-Elliott Bodona qui s'en va pour ses études du côté de Toulouse. On a Antoine Fraisse aussi qui a décidé de se rapprocher de sa famille à Ussel. Après, au niveau des départs, je pense pas qu'on en ait beaucoup plus que cela. Si, on a quelques mecs qui partent à Cournon, j'avais oublié, Alex Foury, Thomas Dijoux. Ouais, si, en fait, il y a pas mal de départs. Ouais, Benoît Thiravi. Et Romain Martial qui a arrêté aussi. Ouais, et Romain qui arrête, qui va devenir entraîneur à Montaigu-Besse. Ouais, j'ai vu. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un mec d'expérience qui s'en va. Voilà, il va falloir retrouver notre nouveau papa, comme on dit. Et puis au niveau des arrivées, on n'en a pas beaucoup, mais je pense qu'on a de la qualité. On a Sergio Banel qui a connu la Pro D2 avec Aurillac. On a Mathias Teguer qui joue régulièrement Fédéral 1 en 9 à Mâcon. On a Pierre Gaveau, je pense que vous devez connaître un petit peu le 3/4 centre d'Aurillac. Mm-hmm. Je pense que ça va apporter une réelle plus-value. Et un Monténégrin, non Monténégrin, oui, qui arrive de Mauriac. Ouais, c'est ça. Voilà, on est très solide visiblement, donc on espère qu'il va nous apporter physiquement aussi. Mirko Garchevich. C'est ça. Voilà. Concrètement, avec cet effectif, l'objectif pour l'année prochaine, le maintien, ça on l'a compris, mais vous visez plutôt le haut du tableau? Ouais, ce serait un peu prétentieux de dire ça quand même, non? Non, on va viser le maintien. C'est mon côté très optimiste, ça. Ouais, c'est ça, c'est l'optimisme auvergnat, ça. Mais non, c'est que de la 4e division maintenant, hein. Non, je plaisante. on va viser le maintien, ce sera déjà très bien. Et puis après, on verra, voilà, le club commence à encore se restructurer. Donc voilà, on va prendre le temps, on va se maintenir, on va essayer de faire une belle saison, de faire plaisir au club autour de nous et puis de redorer un peu le blason par rapport à la saison dernière. Très bien, et bien on va suivre ça. On continuera à parler avec notre invité Simon Coste, 3e ligne de l'US Histoire. Ce sera tout de suite après la pause sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. 4e et dernier quart-temps d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, toujours pour m'accompagner Fabrice Connor, Virginie Vandermerch et au téléphone notre invité, le 2e de la soirée, le 3e ligne de l'US Histoire, Simon Coste. Salut Simon. Salut à tous. Dans ce 200 championnat de Fédéral 1, d'ailleurs, ça va continuer à s'appeler Fédéral 1 malgré la 3e division professionnelle ou il est prévu un changement de nom? C'est très accessoire comme question, mais... Non, je crois que ça sera toujours la Fédéral 1 et il me semble d'ailleurs que le
championnat, la Pro D3 entre guillemets, s'appellera le national, tout simplement. C'est ça. Quel est le statut des joueurs? Est-ce que certains sont professionnels? Vous êtes tous amateurs? Comment ça fonctionne dans ces niveaux un petit peu intermédiaires? Alors ça dépend. Je vais te dire que l'année dernière, nous on était tous amateurs parce qu'on n'avait pas de contrat. Après, faut pas se le cacher, en Fédéral 1, il y a beaucoup de contrats. Enfin, beaucoup de joueurs sont plus réactifs avec des contrats de rugby et de boulot. C'est pour ça qu'Histoire déjà a choisi de se structurer et de nous faire passer sous contrat l'année prochaine. Bon, ça c'est une bonne chose. En termes d'entraînement, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine? Là, nous, si on est sur 3 entraînements par semaine, et après on a entre 3 et 4 séances de muscu par semaine pour les plus assidus. Oui, ça, il y en a toujours plus que d'autres. J'imagine que devant, on est un peu plus assidu à la muscu, non? Ouais, c'est pas spécialement, mais non, après, on essaie Simon, c'est un travailleur. On essaye globalement de tous travailler correctement. Bon, il y a une date de reprise qui a été fixée là pour le championnat, ou c'est encore un petit peu tôt? Oui, le championnat devrait reprendre le 13 septembre. 13 septembre, et ben on va suivre ça de près. Les poules ne sont pas encore données? Si, on a reçu les poules là, Si. ça y est. D'accord, et donc les prochains adversaires, tu peux nous les citer rapidement? Alors, je vous les citer tous, j'espère. De tête, Vienne, Rumilly, Villeurbanne, Bédaride, Château-Renard, Nîmes, Drancy, Nuit-Saint-Georges, Bonne. Mâcon? Je dois en oublier un. Mâcon, et nous, on est 11. Une poule de 11 avec une seule descente. Bon. C'est une grosse poule. Hein. Alors, avec Fabrice, on va faire les déplacements de Nuit-Saint-Georges, Bonne et Mâcon. Voilà. Ouais, c'est pour faire toutes les caps, c'est ça. Très bien, merci beaucoup Simon, et on va suivre de près les résultats de l'US Histoire Rugby. On vous souhaite bonne chance pour la saison prochaine et merci de ta disponibilité. À très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Encore merci Simon Coste, 3e ligne de l'US Histoire, et bonne chance pour la saison à venir. Pour conclure cette émission, c'est l'heure de notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et qui dit retour de Virginie, dit retour du coup de cœur, bien sûr. Alors, le coup de cœur de Virginie aujourd'hui, ça concerne Bernard Goudicelli, le président de la Fédération française de tennis. Et pourquoi ça? Alors, par rapport à plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai trouvé qu'il avait vraiment géré pour moi la crise sanitaire au niveau du tennis de main de maître. Par rapport au fait déjà d'avoir pris et d'avoir anticipé énormément. Le 17 mars, il a vraiment dit Roland Garros se fera. Je vais faire tout pour que ce tournoi soit quand même présent cette année dans le calendrier. Et il a décidé de le mettre du 21 septembre. Alors au départ, il devait finir le 6 octobre. En fait, finalement, il finira le 11. Donc 3 semaines, comme d'habitude, de ce beau tournoi sur terre battue. Ah, c'est 15 jours d'habitude, c'est 15 jours. C'est 15 jours, ouais. Ouais. Et j'ai dit quoi? 3 3 semaines. Ouais, et donc ça sera 3 semaines, là. D'accord, donc pas comme d'habitude. En fait. Voilà, pas comme d'habitude. D'accord. Avec les qualifs. Pas sûr qu'il y ait des qualifs, hein? Sur alors, l'équipe.fr, ils mettaient qu'il n'y aurait pas de qualifs. Il y a des joueurs qui gagnent leur vie avec les qualifs et qui sont vent debout. Hein. Voilà, mais il veut tout faire, lui, pour qu'à un moment donné, il y ait des qualifs, pour qu'aussi, il y ait des joueurs de, on va dire, moyenne gamme, si je peux le dire comme ça, qui soient aussi, dans ces moments difficiles de l'après-Covid. Ça serait une grosse différence avec l'US Open, du coup. En effet, il va pas faire la même chose. Pas de qualif. Voilà, Ouais. et je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement très aidant. Pour l'avoir rencontré, en fait, et avoir eu la chance de le rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça. Touchée par le fait que j'ai été aidée au niveau des hôpitaux. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était foncièrement hyper bienveillant et généreux et dans une ouverture vraiment où je m'imaginais pas ça. On peut imaginer C'est-à-dire une ouverture où tu n'imaginais pas ça? Non, mais de cet homme qui est passionné. Attention, il y a beaucoup d'auditeurs, il y en a qui ont moins de 16 ans. Oui, c'est vrai. Mais alors, je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est quelqu'un que je pense qui des fois, passe pour quelqu'un d'un peu dur, pragmatique, qui a été critiqué sur plein de choses qu'il a décidé. Sur la Coupe Davis, il a quand même été aussi un peu critiqué sur différentes prises de décision. Moi, j'ai trouvé quelqu'un en face de moi qui était passionné par le tennis.
Il l'a dans la peau depuis qu'il est tout petit. Voilà. Et, Il a joué, lui, non? Il a joué, Ouais. il a joué un peu, bien sûr. D'accord. Tu veux dire un peu après 20h ou il a joué de temps en temps Non, de temps en temps, c'était D'accord. pas non plus... voilà. Mais ce qu'il a aimé, c'est conduire des clubs, conduire la Ligue de Corse pendant longtemps, et après, voilà, se retrouver à des responsabilités plus hautes. Alors, moi, vraiment... je vais juste un peu te... Bon, j'avais dit que je t'embêterais plus, hein, mais... Moi, ce qui m'étonne, c'est quelqu'un qui connaît le tennis comme lui va mettre Roland-Garros fin septembre, parce que l'US Open donc, va avoir lieu à la date normale. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui se plaignent du manque de préparation sur terre battue, parce que c'est pas du tout la même chose de jouer sur ciment et sur terre battue. Donc pourquoi fin septembre? Pourquoi il ne le recule pas? Parce que là, on ne sait pas s'il va y avoir du public. Pour l'instant, Roxana Maracineanu dit 5000 personnes maximum. Ça serait bien de le reculer un tout petit peu plus, pour qu'il y ait peut-être les tribunes pleines et laisser aux joueurs de pouvoir s'adapter à la terre battue. Ouais, alors ça, sur le calendrier, très compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué, mais bon, Roland-Garros, c'est un des 4 grands chelems. On est d'accord, mais c'est un tournoi prioritaire. Faire un tournoi sur terre battue quand tu es vraiment plus tard que l'automne, ça me paraît compliqué, et rien que par rapport en fait à l'état des terres battues, si tu veux, parce qu'en fait, il fait plus froid après. Il y a un toit maintenant. Hein. Oui, on est bien d'accord sur un. Non, mais des fois pour... oui, mais... Tu vois, donc sur un terrain, ça peut être super compliqué. Et en fait, il y a ça qui joue dans la décision. C'est qu'il ne fallait pas le décaler trop tard, quoi. Non plus. Dans le calendrier international. Ce qui lui a été reproché un petit peu aussi, c'est d'avoir pris la décision de manière assez unilatérale. Tout à fait. On ne peut pas vraiment dire qu'il ait consulté les instances fédérales internationales du tennis, ni même les autres sports en France. Et en effet, quand tu le questionnes là-dessus, parce que moi je l'ai questionné là-dessus, et il te répond qu'en fait, s'il avait questionné à un moment donné, de toute façon, tout le monde se serait renvoyé la balle et il n'y aurait rien eu qui aurait été fait, rien d'anticipé. C'est le principe du tennis, ça, non? Oui, c'est vrai, un peu. Et lui, il a souhaité l'anticiper, mais je pense qu'il a anticipé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, il va y avoir la reprise de la compétition. Depuis hier, en fait, reprise de compétition pour tous les tournois de simple. Avec Dimitrov et maintenant Koric qui sont positifs au coronavirus. Exact, ça. Ouais, ça, c'est vrai. Et ils ont côtoyé Djoko qui... Ouais, ça c'est... Non, mais ça, par contre, c'est pénible. Ça, Guadicini ne peut rien, mais... Non, ça c'est encore une autre histoire. Non. Mais bon, moi, par rapport à tout ça, tu vois aussi, c'est de se dire, de toute façon, il faut qu'on crée notre immunité. Et de toute façon, s'ils sont testés positifs, à un moment donné, ils vont être isolés, ils vont être traités. Et voilà, quoi. Et, c'est toi qui as lancé le message sur les réseaux sociaux pour la fête de la musique, c'est ça? Retrouvez-vous, sortez-vous, c'est ça? Voilà. Alors moi, tu vois, pour avoir vécu sur le front de guerre, non, je dis pas ça. Je plaisante. Mais voilà, en tout cas, il a anticipé aussi vachement là-dessus. Et moi, je le félicite de tout ça parce que c'est un amoureux de ce sport. Il a une hyper forte sensibilité, c'est sûr, qu'il passionne, et à la fois il est persévérant. Et des hommes comme ça à la tête des fédés, moi je dis que ça fait du bien quand même. Et que en tout cas il se bat vraiment pour qu'à un moment, le sport, en tout cas le tennis, revienne à ce qu'il était, avec du public, etc. Parce que tu vois, il est à fond pour qu'à un moment donné, tout ça, ça se refasse, que voilà, ça soit vraiment une vraie fête, et que Roland-Garros, comme chaque année, soit une vraie fête. Il y a quelque chose qui est appréciable, c'est tous ces dirigeants qui font l'effort pour qu'il n'y ait pas de huis clos, et que les compétitions aient lieu dans des conditions à peu près normales. C'est plus qu'appréciable, parce qu'après tout, sous certaines conditions, tout aurait pu se tenir pratiquement dans les dates. Exactement. Quitte à décaler de 15 jours, 3 semaines, mais sans public. Là, au moins, on a beaucoup, c'est le cas du Tour de France, c'est le cas de Roland-Garros. On cherche à tout prix à ce qu'il y ait du public. C'est le cas aussi, pour une fois, je vais en dire du bien, de la Fédération de foot, qui n'a pas repris pour aussi ne pas être à huis clos, mais qui espère reprendre les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue avec du monde dans les stades. Ça serait quand même 100 fois mieux que ces espèces de pseudo-matchs pourris qu'on se tape en Angleterre, en Allemagne. Franchement, ça rime à rien. Avec des marionnettes dans les tribunes. Bon, d'habitude, c'est bien un peu des marionnettes qui y sont aussi, mais donc celles-là sont vivantes. On peut se féliciter quand même de tous ces présidents qui savent que le sport, c'est aussi le public. Qui crée l'événement et qui crée la fête. C'est du sport professionnel, c'est du spectacle, donc ça ne se fait pas sans public. C'est ça. Mais les résultats priment avant le spectacle quand même. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Voilà, et en tout cas en France, on peut se féliciter de ça, en effet.
Et le 23 juin devient férié parce qu'Olivier Duroy a dit du bien de la FFF. Ah, c'est ça. Tout arrive, alléluia. Eh bien, c'est sur ces belles paroles, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous allons nous quitter. Pas de boogie-woogie. Notre prochain rendez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain sur le Gos FM, 18h-19h dans Avec ASA Sport. Vous pourrez retrouver notre podcast dans la fin de semaine sur notre chaîne YouTube Clermont Sport. Vous pourrez suivre ça sur les réseaux sociaux, notre page Facebook Avec ASA Sport pour toutes les informations. Merci Fabrice, merci Virginie. Je vous souhaite une belle semaine sportive.